Étape ronde qui sera animée par le professeur Ben Najah sous l'égide de l'AGEC. C'est notre nouvelle association qui associe aussi bien l'AEA amicale de Fès, de Meknès et le CHU. Et bienvenue aussi aux anesthésistes et aux cardio qui sont là, aux résidents aussi. Et on espère bien qu'ils intègrent l'AGEC. Monsieur Najah est trop tardé. Je vous donne la parole. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, ça me fait plaisir d'animer la première journée, soirée scientifique sous l'égide de l'AGERC. Et on a choisi comme thème les hémorragies civiles anticoagulants et antiagrégants plaquettaires. C'est un thème qui est très intéressant parce que nous interpelle chaque jour, parce que au CHU, j'imagine aussi en ville, les malades qui sont sous antiagrégants, anticoagulants, qui font des hémorragies civiles. Surtout quand il y a des cardiologues qui font de la cardiologie interventionnelle, distincte, tout ça. Donc c'est des malades qui peuvent saigner, qui saignent. Donc c'est une pathologie qui n'est pas rare, qui pose des problèmes de prise en charge quotidienne. Donc pour ne pas tarder, les antiagrégants plaquettaires, comme vous le savez, ils sont indiqués en cas de mise en place de stents coronariens, parce que sinon, si le malade va faire boucher ses stents coronariens, ça c'est fâcheux pour le malade, ça peut causer le décès du patient. Donc c'est obligatoire après la mise en place de stents, on verra. Et ça permet la réduction de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde et les décès dus aux maladies cardiovasculaires. Donc c'est des médicaments très prescrits dans le monde, mais malheureusement, c'est quoi ces antiagrégants plaquettaires? C'est l'aspirine à faible dose qui est définie par une dose inférieure à 325 mg. Donc c'est l'antiagrégant plaquettaire le plus fréquemment utilisé, mais il y a un risque d'hémorragie civique qui est rayé de 1%. Et 1% c'est pas rare, hein, c'est fréquent, c'est en valeur absolue. C'est des millions de gens sous antiagrégants plaquettaires, donc par conséquent des milliers de personnes qui font des hémorragies civiques sous antiagrégants plaquettaires et qui peuvent engager le pronostic vital. Ça, on le voit souvent, c'est des malades âgés avec des comorbidités, coronariens, donc plusieurs facteurs de risque qui augmentent la mortalité par hémorragie. Donc le risque est fortement majoré, surtout quand il y a une association double anti-agrégant plaquettaire. Donc clopidogrel, c'est le Plavix et le Cardégique qui sont indiqués en cas de stent actif, donc des malades qui viennent d'être stentés pendant 6 mois, obligés de l'anti-agrégant plaquettaire, on verra, on va discuter avec les cardiologues, les réanimateurs. Donc voilà, qui peuvent intervenir, je ne l'ai pas dit, donc ce n'est pas une conférence, on peut s'arrêter, discuter, poser des questions, compléter les informations, corriger si j'ai fait une erreur. Donc moi je ne suis pas spécialiste de la cardiologie, donc je ne maîtrise pas très bien le sujet. Donc les AVK, les anticoagulants, en cas d'infarctus myocardial, bien sûr, traitement et prévention de la maladie thromboembolique, ça on le sait, les AVK. C'est l'anticoagulant oral le plus prescrit, c'est par personnes âgées de plus de 50 ans, donc c'est des maladies qui sont très fréquents. 1% de la population occidentale, donc c'est des millions de gens qui sont sous anticoagulants, et peuvent causer une hémorragie digestive haute moins fréquemment qu'avec l'antiagrégant plaquettaire, notamment l'aspirine, mais c'est aussi très fréquent. Et surtout ces sujets âgés, 5% par an des patients sous AVK peuvent présenter des hémorragies digestives. Vous imaginez bien le problème, un malade qui est anticoagulé, qui a une NR 2, 3 et qui saigne, donc c'est un vrai problème. Vous recevez un appel du cardiologue, du chirurgien qui vous dit j'ai un malade qui saigne, vous ne pouvez pas répondre. On verra comment répondre. C'est ça la difficulté, arrêter, ne pas arrêter, maintenir. Donc il y a des guidelines, malheureusement les guidelines ne reflètent pas toujours la réalité, la vraie vie. Donc on va discuter sur des cas cliniques. Une idée sur l'épidémiologie, parce que c'est des chiffres qui font parler des choses. Hein. Donc ça c'est une série du service, une grosse série d'hémorragies hautes sur une dizaine d'années, donc à peu près 2000 patients.
C'est juste pour passer un message que c'est pas rare. On voit des malades sous antiagrégants plaquettaires plus fréquemment, moins fréquemment que sur les AVK. Et vous voyez bien en bas là, la mortalité de 7%. Donc quand vous avez un malade qui saigne, surtout sous antiagrégants plaquettaires, c'est des malades qui en général encore en a rien. Et malheureusement, la gestion, le management de l'arrêt ou pas des antiagrégants, et surtout les comorbidités associées qui aggravent le pronostic. Donc c'est un malade qui peut mourir, un malade. Donc on ne peut pas avoir la facilité de dire arrêtez de cardiologique, c'est pas possible. Il faut discuter, se concerter, écouter le cardiologue. Et il y a des situations cliniques où il n'y a pas de solution. Là, on va discuter comment faire dans certains cas. Et dans d'autres cas, c'est codifier des algorithmes et des guidelines. C'est un peu plus simple quand il y a des guidelines. Oui, c'est quoi ça? Il meurt par hémorragie ou il meurt par complication et d'arrêt? C'est intriqué, c'est des malades qui ont beaucoup de comorbidités, c'est des cardiaques hypertendus, donc ça aggrave le pronostic. On verra, il y a des scores pour stratifier des malades. Quelqu'un qui est grave, c'est quelqu'un qui est cardiaque hypertendu, âgé de plus de 70 ans. Donc il y a la comorbidité associée à l'antiagrégant qui aggrave le pronostic, qui peut causer décès. Et le décès aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé chez ces malades, peut-être aussi le management de l'arrêt anticoagulant d'antiagrégant plaquettaire. Est-ce que ça a été arrêté alors que le médecin était actif? Il ne fallait pas arrêter, je sais. Mais même dans les pays développés, c'est un vrai problème. Moi, j'ai assisté en France, il y a des malades qui ont arrêté les anticoagulants, le relais, au moment du relais, les malades bouchent ses stents et ils peuvent décéder. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Donc les facteurs de risque, là c'est une série française, observationnelle, immense. Ils ont fait des enquêtes auprès des cardiologues, 560 cardiologues, et 2100 patients. Le message est simple. Regardez, même dans les pays développés, où les malades présentaient des facteurs de risque digestif clairs, codifiés, il fallait obligatoirement mettre le malade sous IPB. Regardez à droite, seulement la moitié des cardiologues mettaient leurs patients sous traitement préventif, même en France. Donc voilà, donc c'est un vrai problème. Même dans les pays où il y a des guidelines, des recommandations obligatoirement respectées, c'est pas respecté. Donc les malades qui ont des facteurs de risque au moment de la prescription d'antiagrégants plaquettaires, les cardiologues oubliaient de protéger leurs malades contre une hémorragie ici. Donc là, il y a un vrai problème, il y a un vrai travail de communication et d'insister sur ça. Si vous avez un malade, et on va le voir, on va le répéter, c'est des malades qui ont des facteurs de risque, là, supérieur à 65 ans, antécédent d'ulcère, comorbidité qui ne définit pas un diabète, un insuffisance cardiaque ou poitrine rhumatoïde, maladie rhumatismale, le malade prend des ANS associés aux antiagrégants plaquettaires. Là, chez ces malades-là, il faut discuter obligatoirement la prévention par les IPP. Je ne sais pas s'il y a de cardiologue ici. Non? Oui. Alors, est-ce que j'ai dit vrai? Oui. Non, mais je ne sais pas par la pratique quotidienne, est-ce qu'on peut avoir un autre micro? Chez tous les patients qui sont anti-agrégants. Quand est-ce que vous donnez? S'il y a vraiment des antécédents. Comme c'est cité ici, l'âge, voilà, comme c'est dans l'ulcère et tout ça, c'est très important. Et parfois, ces derniers temps, j'ai eu un cas d'un malade qui a fait une hémorragie digestive, mais avec un INR et un TP qui est correct. Alors là, quelle est l'attitude? Donc, le problème est réglé là, donc l'INR est normal. C'est une hémorragie digestive simple. C'est une hémorragie digestive qui n'est pas en rapport avec les anticoagulants. Parce Donc, certainement, il a des antécédents ou un problème digestif qui a été révélé. Parce qu'il y a deux choses, il y a l'anticoagulant, il y a l'antiagrégant plaquettaire, c'est différent. L'antiagrégant, c'est cardiaque, là qui peut causer lui-même des lésions gastro-intestinales. Mais l'anticoagulant ne fait pas saigner s'il n'y a pas de lésion préexistante. Un malade qui a un ulcère, vous donnez l'anticoagulant, il a un risque de saigner. L'antiagrégant, le malade n'a pas d'ulcère, l'antiagrégant va créer un ulcère et ça va saigner après. Mais ce patient n'avait pas d'antécédent de... Ouais, ce malade n'a pas de chance. Il a saigné sans anticoagulant, c'est une hémorragie. C'est quand est-ce qu'il faut prendre le traitement anticoagulant? Ah oui, donc on va le voir. Explorer
Donc il a une ulcère hémorragique, il faut obligatoirement l'anticoaguler. C'est ça la question? Faut-il arrêter les anticoagulants chez ce patient? Mais il n'est pas anticoagulé. Ce malade n'est pas anticoagulé. Vous avez dit l'INR normal. Il n'est pas anticoagulé. Il est sous syndrome. Il est sous-dosé ou bien il ne prend pas son traitement? Non, il est bien stabilisé sous son traitement. Il a fait une hémorragie digestive, il n'est pas encore exploré. L'INR est normal. Normal. Donc il ne prend pas le syndrome. l'INR dans la fourchette thérapeutique. Donc il est anticoagulé. C'est un INR normal. Donc l'INR normal pour vous, c'est la fourchette thérapeutique. Entre les trois. Donc on va le voir. On verra si c'est cas clinique. Donc les facteurs de risque, c'est sur un histogramme. Donc vous voyez que c'est des malades qui ont plusieurs facteurs de risque. Et malheureusement, ils ne sont pas protégés. Même dans un pays où il y a des recommandations. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Donc cas clinique. Maintenant, vous devez jouer le jeu. C'est des cas cliniques réels. Qu'on voit souvent. Un patient âgé de 85 ans, avec des comorbidités que vous appelez cardiologue, vous appelez vasculaire. C'est un malade vasculaire. Il est hypertendu, diabétique, il a tous les facteurs de risque vasculaire. HTA sous traitement. Hémiplégie droite avec aphasie, TDM, AVC ischémique s'il mis sous aspégique le 4/11/2012. Et bien après 2 jours, il saigne. Donc ce malade-là, il a un facteur de risque, il a été mis sous aspégique. Il a saigné après 2 jours. C'est un peu précoce pour que ce soit un ulcère sous antiagrégant. Probablement il avait une lésion préexistante. Hématémèse sans méléna. État hémodynamique stable, hémoglobine à 18. Bon, il doit faire un don de sang. La fibroscopie, il cervical Forest 3. Que faire? Alors les gastro. Cardiologue vous appelle, là, il pose la question. Il y a un malade polycomorbidité, 20 comorbidités. Il a été mis sous aspégique parce qu'il a fait un AVC ischémique. Et il saigne. Qu'est-ce qu'on fait? 18. Il n'a pas déglobulisé, il n'a pas perdu de point d'hémoglobine, mais c'est quelqu'un quand même qui a 85 ans. Ulcère Forest 3, j'explique pour les non-spécialistes gastro, c'est-à-dire c'est le Forest le plus rassurant, il n'a pas de risque de récidive, il y a moins de 5% de récidive, peu de risque de mortalité, de recours à la chirurgie. C'est le meilleur malade, c'est le bon malade pour nos gastroentérologues. Il faut ulcère Forest 3, il ne saigne pas, ulcère net, fond propre, pas de sang, rien. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu as fait la fibroscopie, c'est un coup d'aide. Je pense qu'il faut discuter avec le cardiologue. Est-ce qu'il est important de poursuivre l'aspirine? Donc il faut voir bénéfice-risque. Est-ce que vraiment l'aspégique est obligatoire chez ce malade ou juste, je vais être provocant, la mode des cardiologues, tout malade qui a fait ce cardiologue? Non? Cardiologue? Tout malade qui vient? Est-ce que vous prescrivez l'aspégique de façon parfois un peu Systématique. Oui. Oui, parfois. On appelle la mal facile, voilà. Donc c'est pour ça que nous on vous appelle pour dire est-ce que vraiment c'était une main réelle ou c'était une main facile pour dire est-ce qu'il faut arrêter ou pas. Oui. S'il y a une indication, il y a l'AVC ischémique, il y a une indication aux antiagrégants plaquettaires. Moi je ne suis pas spécialiste, donc oui, je pense que oui. C'est pas un traitement curatif. Est-ce qu'il est obligatoire au moment de l'hémorragie? C'est la question qu'on va se poser. Le patient vient de saigner. Est-ce qu'il y a des signes de saignement actifs? Non, c'est un ulcère Forest 3. Donc il n'y a pas de signe de Ulcère à fond propre, pas de sang, rien, pas de taches pigmentées, pas de cailloux visibles. Donc, excusez-moi, est-ce qu'un ulcère donc sensible de saignement récent, est-ce que ça suffit pour le relier à l'hématémèse? Pour dire qu'il est responsable de l'hématémèse? Ah oui, c'est un ulcère, il n'y a pas d'autres lésions. Même s'il n'y a pas de signe de saignement actif récent. Bien sûr. C'est la majorité des malades. Dans ce cas-là, il peut bénéficier d'un traitement habituel. Donc vous traitez l'ulcère et vous mettez l'antiagrégant. On peut conserver l'antiagrégant. On peut conserver. Je peux conserver l'antiagrégant. Le fait que le malade ait saigné la Forest 3, c'est pas une contre-indication à poursuivre l'aspirine.
TPP. Mais évidemment, il faut voir est-ce qu'il y a. C'est obligatoire de maintenir. C'est l'occasion de dire est-ce que l'antiagrégant est indispensable chez le malade? Si oui, on verra comment avoir une réponse objective. C'est-à-dire, il y a des scores, il y a des choses objectives avec lesquelles on peut répondre et facilement. D'accord? Là, on dit, mais c'est des guidelines et des recommandations. Comment faire pour répondre à une question comme ça? Donc, il y a les comorbidités, il y a l'état hémodynamique, il y a le score de vocal, on le verra. Donc, ceci dit, pour faciliter la tâche, avant de répondre de façon instinctive, on reprend au pas, et il y a des scores à faire, et il y a des guidelines et des recommandations. Donc c'est difficile de répondre, hein, c'est sûr, hein, arrêter, pas arrêter, personne ne tient la vérité. Il faut se concerter, discuter, dire oui ou non. Mais on peut déjà, ici, il y a des signes quand même rassurants. Le fait qu'il n'y ait pas de saignement actif, qu'il n'y ait pas de déglobalisation, que l'hémoglobine soit à 18, tout ça, c'est des facteurs qui sont rassurants. Je comprends aussi. Et donc, on peut envisager de donner un traitement de l'ulcère par IPP, à forte dose éventuellement, et continuer l'hospégie. Et aussi chercher la cause de l'ulcère, notamment l'hélicobacter. Exactement. Il y a une précision. Non, c'est dommage. La face. Il faut une précision concernant la fibroscopie, c'est-à-dire est-ce que l'ulcère est sur la face postérieure ou la face antérieure? Parce que si sur la face postérieure, même si il faut reste 3, avec l'aspégique, il y a un risque plus important que l'ulcère de la face antérieure. C'est important, mis à part le forest, le siège, mais s'il y avait une indication, c'est mal saigné toujours. C'est vrai que le siège postérieur, c'est un facteur de mauvais pronostic. Ces malades-là, il faut mieux les opérer. Parce que l'hémostase endoscopique est plus difficile, c'est des malades qui saignent beaucoup. Mais là, le malade qui ne saigne pas de sang, rien, donc vraiment, c'est très bon malade pour nous. Sur un forest 3, il y a très faible risque de récidive, très très faible. Qui n'est pas nul, mais qui est très très faible. D'accord, on passe au... Voilà. Deuxième cas. Là, il est plus jeune. Mais malheureusement, ça, je ne me demandais pas pourquoi. Bon, il est double stent tenu. Vous pouvez expliquer stent tenu cardiologue, non? Et stent tenu et stent actif, donc double antiagrégant plaquettaire. C'est des malades qui font obligatoirement double antiagrégant plaquettaire. Donc après 3 ans, il a ses faits d'hémorragie gestive, là aussi une table stable. Hémoglobine passe, au 9,3 une erreur, c'est pas 3,9. Plaquette correcte, TP correcte. Vraiment, ce malade n'a pas de chance. Hein. C'est un malade réel, c'est ça, c'est toi qui me l'as donné. Donc, et malheureusement, quand on fait des fibroscopies, on trouve l'hypertension portale, donc ça aggrave encore les choses. VO stade 2, signe rouge, pas de saignement actif. On a ligaturé le malade parce qu'il vient de saigner. Bon, c'est pas la question est ciblée. Qu'est-ce qu'on fait pour les doubles antiagrégants plaquettaires? Avec micro, 12 micro. Depuis 3 ans qu'il est sous double anti-agrégant. C'est beaucoup, je pense. Oui. En principe, c'est Pas cardiologue. Un verre, oui. Et l'autre cardiologue. Oui. Tout sujet. On s'est déjà croisé dans un avion. Pour le stent anti-nul, c'est-à-dire l'antiagrégant plaquettaire, théoriquement actuellement, pour le stent nul, il faut maximum c'est 2 à 3 mois, on peut aller jusqu'à 6 mois. Pour le stent actif, c'est 1 an, obligatoire. Mais il y a des tendances actuelles vers 6 mois. Vers 6 mois, oui. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont gardé pendant 3 ans. Vous savez, avec les malades, l'observance et tout ça, ils sont perdus, ils ne viennent pas aux consultations, donc ils gardent des traitements. Mais parfois, il y a des malades qui gardent le double antiagrégant plaquettaire. À un moment où il faut arrêter après les 6 mois, je ne sais pas, les spécialistes qui mettent les cas des stents, c'est eux qui gèrent les endos. Il faut garder quand même l'aspirine. Voilà, bien sûr. Donc la réponse est simple, il faut arrêter le Plavix et garder l'aspirine. Et bon, deuxième question, moi je trouve pas simple. Est-ce que le gastroentérologue, on arrête nous-mêmes les antiagrégants ou on voit le cardiologue?
On va avec cardiologue. Donc il faut avoir un bon feeling, un bon relationnel. Hein, ça, je suis sur ça. Parce que parfois on appelle des cardiologues, ils sont irrités. Non, parfois les cardiologues, je ne sais pas, ils ont une tendance à pas trop discuter. Ils se mettent à terre. Non. 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 Là, parfois, c'est vrai, parfois, il y a des difficultés à faire passer dire. Et quand ils mettent des stents, ils ont trop peur pour les malades. Ils transposent des stents et parfois des difficultés pour communiquer. Juste une question, est-ce que vous avez une différence pour l'agressivité digestive entre clopidogrel et l'aspirine? Normalement, quand il y a un problème de saignement, on préfère le clopidogrel que l'aspirine. Il est moins agressif. C'est-à-dire moins usurégène que, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une question que je pose. Je ne suis pas sûr que le Plavix est ucérogène. Il y a peut-être un problème du Plavix, c'est l'interaction des IPP avec le Plavix, on verra tout à l'heure. Donc quand on met des IPP, le clopidogrel ne marche plus. Bon, il y a une grande discussion sur ça. Après l'aspirigique, oui, il est ucérogène, ça c'est sûr. Même à faible dose, il peut donner des ulcères. Mais le Plavix n'est pas ucérogène. À ma connaissance. Donc voilà, donc en grande question, arrêter, ne pas arrêter, c'est ça. Donc en garde cardiaque, c'est ça? Oui. Sauf oui. Si l'aspirine est usurégène, on garde le Plavix. Il faut garder quand même un seul anticoagulant plaquettaire. Là, le patient a la saignée de varices œsophagienne, il n'y a pas d'ulcère. Mais bon, comme vous savez, le cardiaque fait saigner aussi des varices. Donc, ça c'est prouvé. Même les malades qui ont des varices, le cardiaque fait saigner les varices. Mais il n'y a pas d'ulcère. Il paraît que c'est un cas assez simple. Le problème aurait été beaucoup plus compliqué s'il s'agissait d'un malade qui saignait pour... non, c'est pas... Bon, dans la première semaine ou la deuxième semaine, vous avez l'anticoagulant plaquettaire. Là, le problème aurait été beaucoup plus compliqué concernant l'arrêt du Plavix ou pas. Donc on verra un peu, on va défiler. Donc vraiment, nous, à l'hôpital, c'est pas fréquent, mais on voit des malades à la phase aiguë ou impossible pour d'arrêter les antiagrégants plaquettaires. Mais on va voir comment gérer ces malades, c'est difficile, mais c'est possible de gérer. Il faut bien connaître les indications, les contre-indications, et avoir la communication facile avec le cardiologue. Oui. Vu qu'il y a des plaquettes qui sont normaux, TP à 81%, et des varices stade 2. Donc il a fallu quand même beaucoup de temps pour développer ça. Pour avoir des varices à ce stade sans insuffisance hépatique. C'est pas une thrombose. C'est une thrombose portale, oui. Vous l'avez exploré. Ah, c'est sûr. C'est un patient qui est exploré, il n'a pas de cirrhose. C'est une maladie réelle. C'est malade réelle. C'est probablement une thrombose portale, sans cirrhose. C'est pour ça que le TP est correct. On a piqué. C'est une thrombose portale et réelle. Parce qu'il est jeune, il a des problèmes cardiovasculaires. Oui, il est jeune, il est stenté, tout ça, donc probablement il a une maladie thrombogène. On avance. C'est juste, je rappelle un peu des agents antithrombotiques, la durée d'action c'est important, et surtout l'antidote. Qu'il faut faire quand il y a un malade qui saigne sous aspégique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, c'est difficile. Mais il y a il faut connaître des choses, c'est que par exemple l'aspirine c'est un antiagrégant plaquettaire, il bloque chaque jour 10% du taux de plaquettes. Donc pour avoir un taux de plaquettes correct, pour avoir une bonne hémostase, il faut au minimum 50% de plaquettes fonctionnelles. Donc si on arrête 5 jours, c'est suffisant pour avoir une bonne agrégation plaquettaire. L'idéal pour avoir 100% des plaquettes fonctionnelles correctes, c'est 10 jours. Mais c'est déjà 50%, on peut avoir une bonne hémostase, une bonne agrégation plaquettaire. Donc si on arrête, c'est pour ça que les anesthésistes nous disent arrêtez 5 jours avant, 5 jours. Parce que chaque jour, il y a un renouvellement des plaquettes de 10%. Parce que l'antiagrégant plaquettaire, il arrête de façon irréversible la fonction plaquettaire. Donc il faut des nouvelles plaquettes. Donc 5 jours d'arrêt, c'est suffisant pour avoir une bonne agrégation plaquettaire. L'idéal, c'est 10 jours. D'accord? Et bien sûr, les anti-inflammatoires, moi, ce qu'il faut faire si une malade saigne de façon très importante sur l'antiagrégant, il faut passer des plaquettes. Transfusion des plaquettes. Je ne sais pas, les anesthésistes, si vous avez quelque chose à ajouter. C'est bon? Pour les anticoagulants, vous savez, le varfarine, c'est le Satran. Le varfarine, c'est le Satran américain. Donc 3 à 5 jours d'arrêt. Donc ça, c'est classique, AVK. Mais si on veut obligatoirement
élever le TP et l'INR, il faut passer de la vitamine K, des plasmas fréquents gelés. Mais c'est des choses que moi je passe le message que même si on n'est pas réanimateur, même si on n'est pas cardiologue, il faut savoir faire passer ces malades parce que c'est des malades, parfois le pronostic vital est mis en jeu. Donc il faut rapidement, c'est pas l'apanage que du réanimateur, que du ça, c'est responsabilité qui est commune, mais il faut savoir gérer ces malades, arrêter quand il le faut, passer des plaquettes quand il le faut, vitamine K et tout ça. Ça donnait juste une petite remarque concernant la warfarine. Donc c'est le Préviscan, et c'est pas commercialisé chez nous, et c'est le Centrum, c'est la Sénocoma. Oui, c'est pas le même. C'est le Préviscan qui n'est pas commercialisé. Donc là, les choses qu'on connaît, mais ce qui est important dans cette plaque, c'est une chose, c'est que l'HDH augmente la mortalité chez ces malades, hémorragie, mais surtout le chiffre important, regardez, 1 mois et 1 année. À 1 mois et 1 année, si un malade sain sous antiagrégants plaquettaires, ça ne veut pas dire s'il est sorti 2-3 jours du service qu'il est sorti d'affaire. C'est un malade qui a un risque de décès, de mortalité plus élevé que celui qui n'a pas saigné sous antiagrégants plaquettaires. Donc c'est un malade qu'il faut surveiller et contrôler de façon régulière parce que la mortalité s'élève au cours de l'année. Ça c'est très important.